Voilà. Et je vais partager notre petite présentation. Tout au long de la, de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On essaiera d'y répondre en direct tant que possible. Ou à la fin, on prévoit aussi un temps pour répondre aux questions individuelles à la fin de ce webinaire. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, on veut que ce soit un moment aussi d'échange euh, pour tout le monde. Voilà, donc pour finir peut-être la petite présentation enfin, d'introduction, et vous expliquer qui est Study Experience si vous ne connaissez pas. Study Experience est l'un des leaders en France en matière de conseils pour les études à l'étranger. Donc, ce sont voilà aujourd'hui une vingtaine de conseillers spécialisés situés un petit peu sur toute la France qui peuvent vous accompagner sur n'importe quel projet d'études à l'étranger. Ça fait un bon nombre d'années, presque 20 ans maintenant que Study Experience existe et accompagne pas mal d'étudiants. Je pense qu'à ce jour, on a dû accompagner à peu près 3500 étudiants partout en France à tous les niveaux. On travaille avec énormément d'universités. Euh, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à faire, je vous expliquerai par la suite un peu plus en détail concrètement comment on accompagne les étudiants. Mais voilà, on est là vraiment pour renseigner les étudiants sur les opportunités d'études à l'étranger et euh, pour les coacher afin de monter les meilleurs dossiers possibles et faciliter leur départ dans de bonnes conditions. Voilà. Euh, Rentrons dans le vif du sujet, à savoir donc les études en Australie. Pourquoi partir étudier dans ce pays si lointain? Eh bien, figurez-vous qu'il y a en fait pas mal de raisons d'envisager l'Australie, au-delà du fait que vous allez pouvoir envoyer vos enfants à l'autre bout du monde et être tranquille un certain temps. La première chose, c'est l'excellence du système éducatif. On ne pense pas forcément à ça quand on pense à l'Australie. On va penser à la plage, on va penser aux koalas et aux kangourous. Euh, et on ne se doute pas finalement que derrière tout ça, vous avez un pays qui tourne, qui est quand même une puissance mondiale et qui a un système éducatif qui est extrêmement performant. Vous n'avez pas énormément d'universités en Australie, vous en avez 37 au total mais dont les trois quarts, ou plus des trois quarts, figurent dans le top 500 des universités mondiales. Quand on regarde les classements du style QS ou de Shanghai, vous allez voir que les universités australiennes sont extrêmement présentes. Elles sont très investies en matière de recherche. Euh, Elles vont avoir des professeurs vraiment éminents dans de nombreux domaines qui viennent enseigner sur place. Et vous serez étonné, notamment enfin, des découvertes en fait finalement scientifiques ou autres qui viennent d'Australie. Je sais que la Wi-Fi, par exemple, est une invention 100% australienne. La technologie, les oreilles bioniques ou l'œil bionique, il me semble, est une technologie australienne. ANU, are there any big discoveries that come from you Yeah, guys? quite a lot. So in astrophysics, for example, our current Vice Chancellor has a Nobel Prize from his discovery of the expansion of the universe. Rien que ça. Donc, that's quite impressive. Yeah, it's more than I know about most absolutely. things. But Yeah. yeah, very impressive. Donc voilà, vraiment un lieu important en tout point au niveau de l'éducation. Évidemment, les formations australiennes sont reconnues dans le monde entier et notamment en France. Hein, il y a un accord bilatéral entre la France et l'Australie qui garantit la reconnaissance mutuelle des diplômes à tous les niveaux. Hein. Donc, si vous validez un premier cycle en Australie, vous pouvez tout à fait revenir en France et intégrer un master. Et l'inverse est vrai aussi. Vous pouvez faire une licence en France et partir en Australie au niveau master. On parlera du système éducatif et des diplômes un petit peu plus tard. Mais ouais, il y a pas mal de passerelles, en tout cas, entre la France et l'Australie. Donc, à quoi ça ressemble concrètement chez ANU? Perfect. So yeah, just again, Joshua, I'm from the ANU, the Australian National University. So it's 34th in the world. So
As Mike was saying, Australia is incredibly highly ranked for education. There's many universities that are in that top 100. And ANU sitting at 34th in the world is really competing with other top institutions globally, but also leading Australia in a number of fields academically. Looking at graduate employability, ANU is #1 in Australia for graduate employability, and this is because of the assistance that is given from our professional staff team, as well as the academics to encourage the students to be the best that they can be upon graduating. So there's teams that are in place to help students when they're getting close to graduation to find a job, to prepare their resume, all of that sort of aspect. And the academics will have been doing that over the course of their program to really prepare them in the best way possible for that work field. 95% of the broad field research is rated above or well above the world standard. So the academics at ANU are really leading in a number of their areas. As I just mentioned, the current Vice Chancellor has a Nobel laureate, and there's 5 other staff and alumni at the university who have received that same prize. Also, you've got the 5-star rating for the staff to student ratio. This is not just for the professional side, but also for the academic side. The academic classes that you'll have will be small numbers. You'll be able to engage directly with the academics, ask them questions about the content, ask them questions about your career, ask for potentially even references and ways to find new workspaces. Looking at the facilities, they're world-class facilities, and there we go again with the 6 Nobel laureates among the staff and alumni, state-of-the-art teaching and research facilities. So whether students are doing research where they go to labs, for instance, this one in the picture, this research facility is at our Mount Stromlo campus, and that space simulator is where the ANU will put satellites in and test them for their capability in space prior to sending them up. So the ANU really leads spatial exploration for all of Australia and largely the Southern Hemisphere, and is in contact a lot with NASA in the US. And that facility is really one of the leading ones in the country and the whole hemisphere. Then looking at the teaching spaces, these are also very good facilities. So students have all of the devices that they need and the materials that they need in order to be studying at the top level. Très bien, merci. En Australie, là, vous avez eu un petit aperçu avec la présentation à l'instant de Joshua, mais il y a une approche pédagogique aussi qui est assez sympa. Notamment, vous avez pu le voir sur le côté pratique dans les études. C'est que dès le départ, un étudiant qui partirait par exemple faire des études d'aéronautique ou d'aérospatiale en Australie à l'ANU, dès le départ, en première année, il va pouvoir participer à des projets concrets, accéder à des laboratoires, accéder à des installations de classe mondiale et participer à de vrais projets. C'est vrai que ça, peut-être, on l'a parfois un petit peu moins en France, surtout avec le système des prépas, qui vont être très théoriques sur les 2 premières années. Après, de manière générale, en Australie, vous allez trouver beaucoup de particularités qui sont communes, je dirais, plus largement aux pays anglo-saxons et qui plaisent souvent beaucoup aux étudiants, à commencer par une grande flexibilité au niveau des cursus, une flexibilité à plusieurs niveaux. Vous avez premièrement une flexibilité dans le contenu des programmes, et c'est-à-dire que vous allez pouvoir un petit peu construire votre cursus un petit peu à la carte, en prenant des options qui vous intéressent plus ou moins, et il est parfois possible même de combiner 2 domaines totalement différents. Sur le principe, vous pourriez faire un programme d'histoire avec des modules en business, par exemple, ou des choses comme ça. Ça, c'est possible. Et puis, une flexibilité aussi au niveau des débouchés. On a l'habitude, je pense, en France, d'être dans un système éducatif où souvent, il faut avoir fait une formation très précise, très professionnalisante pour accéder derrière à un poste bien précis et défini. Pour le coup, c'est beaucoup moins vrai dans les pays anglo-saxons et notamment en Australie. Sur le principe, vous pourriez faire une licence en philosophie et derrière être recruté par une entreprise dans leur département de marketing ou autre. Vous avez toutes sortes de cas de figure, ou vous pouvez aussi continuer au niveau master dans un autre domaine. Vous pouvez faire une licence en géographie et ensuite faire un master en expertise comptable et devenir
comptable par ce biais-là. Donc, il y a beaucoup d'ouverture et de flexibilité à ce niveau-là. Moins d'heures de cours qu'en France, hein, en moyenne, allez, entre 12 et 16 heures de cours par semaine en Australie, ce qui peut paraître peu. Venant de la France où parfois dans les lycées on a plus de 30 heures de cours par semaine ou en prépa ou n'en parlons pas. Donc là c'est beaucoup moins, mais c'est aussi une approche qui est très différente. Il ne faut pas penser que parce qu'il y a peu d'heures de cours, on ne va pas bosser. C'est différent. Il faut être peut-être un petit peu plus indépendant dans sa manière, dans son apprentissage. Et vous allez retrouver en Australie une approche qu'on appelle la pédagogie inversée ou l'apprentissage inversé. Ce que ça signifie concrètement, c'est que vous devez arriver en cours préparé. On va vous donner, le professeur va vous donner des lectures, des bases qu'il considère que vous pouvez apprendre chez vous en lisant. Et les cours vont servir à s'assurer déjà que vous avez bien compris ces bases-là et aussi à les approfondir et à en débattre. Et donc les cours généralement sont assez interactifs. Ce serait pas très bien vu de ne pas participer en classe. Ça fait vraiment partie de la culture académique du pays. Beaucoup de cours en petite classe, beaucoup de cours tutorés, même si parfois vous avez aussi des cours en amphi, mais euh, de manière générale, c'est très interactif. Voilà. Donc beaucoup de travail individuel. C'est pas tout va pas vous être livré en cours. Vous avez de la recherche à faire à côté. Vous avez des travaux à réaliser à côté, individuellement ou en groupe. Et de manière générale, enfin dans mon expérience en tout cas avec toutes les universités australiennes qu'on connaît plutôt bien maintenant, c'est vrai que le corps enseignant est toujours très disponible en fait pour ces étudiants, avec une vraie politique de porte ouverte. Dès qu'un étudiant a besoin de compléter, s'il n'a pas très bien compris quelque chose en cours ou s'il a besoin d'un coup de pouce sur un travail qu'il est en train de préparer ou autre, c'est très facile vraiment de prendre contact avec le professeur et d'obtenir un échange avec lui pour creuser tout ça. Donc, un environnement finalement assez familial hein, en fait quand on est dans ce cadre-là, bienveillant en tout cas, et avec une vraie interaction entre les professeurs et les étudiants. On connaît bien ces professeurs et les professeurs connaissent bien leurs élèves. Et Joshua va peut-être nous parler du coup concrètement à quoi ça ressemble dans le cadre des formations à l'ANU. Yeah, so really great points there about the flexibility of the programs. Picking up on the history and the business studies, that comes under the flexible double degree. So just to look at some of the year scheduling. So if you do a single degree, if you're just looking at a Bachelor of Science, for instance, or a Bachelor of Economics, it would be 3 years and then 4 years for that extra year of honours. The flexible doubles is where you can really start to mix and match things. So this is incredibly flexible. You'll see 599 combinations that you can choose from at ANU. And this is where you can really choose music and environmental science, or you can choose, 2 completely different areas and they still combine to make 4 years full time. So typically those 2 programs would be 6 years overall, but because they get mixed together, it becomes 4 years. You also have the option there of a vertical double degree, and this is where you do a master's that leads into a bachelor's that leads into a master's program. So you would do a 4-year program, and in your second year, you would start to do your master's courses. And this way, instead of a master's degree taking typically 5 years, you'd be able to, master's and bachelor's taking 5 years, you'd be able to do the 2 of those in just 4 years, mixing them together. So really good opportunities there to mix and match your undergraduate degrees so that you're getting the best outcome that you want. Looking at postgraduate, the majority of our programs by coursework are 2 years. There will be some that are a year and a half, but most of them will be 2 years across the board. Then you have research options there, which is an additional component, as well as the PhD and postdoctoral studies in that space. Alors en Australie, qu'est-ce qu'on peut étudier concrètement à peu près tout, hein, tout ce que vous pouvez, je pense pas qu'il y ait un domaine que vous ne pouvez pas étudier en Australie, à vrai dire, mais il faut reconnaître que l'Australie est quand même particulièrement reconnue et forte dans certains domaines. On va penser par exemple à l'environnement ou à la biologie marine, hein, avec l'enjeu évidemment de la protection de la grande barrière du corail que vous voyez à l'écran, par exemple.
Elle sera très forte aussi dans tout ce qui est lié à l'industrie minière. Donc pas mal de programmes d'ingénieurs qui sont vraiment à la pointe, à la fois en termes de reconnaissance internationale et de débouchés en termes de métier, on va dire, aussi au niveau de la recherche, encore une fois, qui est effectuée sur le campus ou euh, dans les installations du moins de l'université. Vous avez des programmes en droit international, en politique, relations internationales, en commerce évidemment, dans le tourisme. Le tourisme, c'est aussi une industrie qui est capitale pour l'Australie. Donc, vous avez des programmes vraiment novateurs euh, là-dedans aussi. Donc, bon, de manière générale, vous pouvez vraiment tout étudier. Mais bon, il y a certains domaines qui c'est vrai, sortent un petit peu du lot. Euh, Voilà. Et donc, bah, ça, vous allez le voir aussi à l'ANU. Il y a plein de choses, évidemment, que vous pouvez étudier. Je ne sais pas si, Joshua, tu veux nous en parler. Yeah, so these are the colleges that the ANU is separated into. So you've got these areas of study. So as Mark was saying, you can study a range of courses and programs across all of Australia, but in the ANU, we have focuses on engineering, computing and cybernetics, science, business and economics, Asian and Pacific, arts and social sciences, health and medicine, and finally, the College of Law. Looking at some of the world ranked subjects, so the ANU is a top institution globally with that 34th in the world ranking, but there's a number of areas where the university is top 10 in the world by subjects. So in 5 areas, you've got archaeology, philosophy, anthropology, geography, and politics and international studies. ANU has the leading program for politics and international studies in Australia, as well as you can see so many other of those are ranked number 1 in Australia in that right column. 11 subjects are in the top 20. So if you're interested in sociology, for instance, that's 17th in the world. Development studies, history, those are 13th and 11th. 14th and 13th. And then continuing down, there's about 23 subjects that are in the top 50 globally. So whether ANU is very much competing in that space globally, but you can see how many times it's number 1 in Australia or number 2 in Australia and how it's leading Australia. That's what the university was really founded for, to lead Australia out of World War II back 75 years ago and to really progress the nation at an international level. Ce qui peut être intéressant aussi, je pense, à souligner vis-à-vis de ce que vous pouvez étudier en Australie, c'est que vous allez avoir un autre point de vue en Australie. Quand vous prenez les études de commerce, par exemple, un de plus classique entre guillemets, quand on étudie le commerce en Europe, en France, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, c'est souvent cette approche très occidentale qui sera abordée. On va prendre des cas d'études vraiment tirés d'exemples d'entreprises généralement américaines ou européennes. Et on a moins l'angle de vue Asie-Pacifique, qui pourtant est extrêmement porteur et très intéressant aussi. Et c'est vrai que quand on est à l'autre bout du monde comme ça, on voit pas le monde de la même manière. Il y a l'Australie devient le centre du monde entre guillemets. Ça ouvre aussi beaucoup d'opportunités que vous n'auriez pas, à mon sens, en Europe. Hein, c'est vrai que de manière générale, on parle assez peu des universités australiennes en France, peut-être à tort. C'est aussi normal dans la mesure où le pays est aussi éloigné et qu'on parle pas tant que ça de l'Australie dans les actualités et compagnie. Mais par contre, ce qui est vraiment frappant, c'est quand si vous allez voyager dans les pays asiatiques, si vous allez en Chine ou à Singapour, au Vietnam, au machin, là, l'Australie devient la destination, enfin numéro 1, la destination d'excellence. Ce sont beaucoup les universités australiennes dont on va entendre parler au quotidien quand vous allez dans les lycées de ces pays-là. Et finalement, moins des universités européennes ou américaines qui intéressent aussi évidemment, mais qui ne proposent pas forcément les mêmes conditions, notamment d'accès et de financement dont on parlera plus tard. Donc, si vous envisagez en tout cas une carrière, pourquoi pas liée avec l'Asie, ou si vous êtes tout simplement intéressé par cette région-là du monde, c'est vrai qu'en Australie, vous aurez du coup vraiment une autre approche et une autre façon de voir les choses.
Une grande différence avec l'Australie aussi, enfin entre la France et l'Australie, ce sont les dates de rentrée. En France, évidemment, la rentrée se passe en septembre. Eh bien, en Australie, c'est plutôt en février ou au mois de juillet. Enfin, la rentrée principale, à vrai dire, l'équivalent du mois de septembre pour les Australiens, c'est le mois de février. C'est normal, hein, le monde, tout est inversé. Du coup, euh, voilà, l'hiver, pour eux, c'est l'été ici et vice-versa. Euh, Ça peut avoir différents avantages, ça pour le coup, pour nos chers Français. Euh, Prenons différents cas de figure. Admettons que vous êtes en terminale et que vous êtes en train de passer le bac. Ça signifie que la prochaine rentrée possible pour vous serait le mois de février 2025. Donc, vous ne pourriez pas commencer tout de suite au mois de septembre, ce qui est en fait, enfin, ce qui peut être du moins perçu comme un avantage. Vous pouvez vous permettre d'attendre un petit peu avant de postuler. Nous, on a pas mal d'étudiants qui postulent après avoir validé leur bac, d'ailleurs, pour différentes raisons, parce qu'ils se rendent compte que finalement, les propositions qu'ils ont reçues en France ou ailleurs ne leur correspondaient pas totalement et qu'ils seraient intéressés peut-être d'aller explorer des alternatives ailleurs. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous permettre en tout cas d'attendre d'avoir le bac en poche pour postuler. Vous pouvez aussi postuler dès maintenant et vous dire qu'après le bac, ben, vous avez un petit moment aussi pour souffler ou pour faire d'autres choses, pour faire un stage, pour faire un peu de bénévolat, pour travailler la langue éventuellement, si le niveau d'anglais est un petit peu juste. C'est une bonne fenêtre d'opportunité pour aller bosser tout ça avant d'enchaîner du coup avec la rentrée principale qui se fait au mois de février. Euh, L'autre avantage, c'est éventuellement pour les étudiants, et je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître dans ce cas de figure qui nous écoutent, mais pour ces étudiants qui peut-être ont entamé une formation en France et qui ne sont pas totalement satisfaits de leur formation pour telle ou telle raison, euh, ben, c'est vrai que le calendrier australien, là, pour le coup, vous permet peut-être d'avoir un plan de sortie ou une alternative sans perdant le moins de temps possible. Hein. Donc, si là, actuellement, vous êtes inscrit dans une formation que vous avez démarrée en septembre et que vous envisagez de changer, bah, plutôt que de souffrir une année complète, vous pourriez effectivement envisager d'interrompre cette formation et de partir dès le mois de février en Australie pour intégrer une nouvelle formation. Donc, ce sont des points à prendre en considération. Euh, la vie étudiante en Australie est très attractive aussi pour tout un tas de raisons. Le cadre de vie est juste exceptionnel. Il n'y a pas grand-chose à redire par rapport à ça. L'Australie fait régulièrement partie de ces pays qu'on classe parmi les endroits où il fait mieux vivre au monde. Euh, donc ça, c'est formidable. Vous pouvez très bien imaginer un cas de figure où vous êtes à l'université la journée, vous travaillez un petit peu, vous passez à la plage, vous, vous sortez après en ville, il fait toujours beau, il fait chaud, ils sont très sportifs, les Australiens, vous serez toujours impliqués, à mon sens, dans une activité sportive d'une manière ou d'une autre. Il y a une belle hygiène de vie de ce fait. Les gens sont globalement de bonne humeur, je dirais, parce que c'est lié directement au soleil. Peut-être, ils ont souvent le sourire. Ça bosse dur. Il faut pas penser que ça revient un petit peu à ce que je disais en début de présentation, qu'on va pas forcément associer la destination Australie aux choses sérieuses et notamment aux études. Euh, c'est c'est l'un des pays où finalement on bosse le plus. Il faut pas croire. Hein. J'ai eu le cas notamment d'une étudiante qui m'avait fait sourire il y a quelques années, qui m'avait un petit peu fâché en me disant que je n'avais pas prévenu que ça allait bosser aussi dur dans son université australienne. J'ai jamais eu ce retour-là pour d'autres pays. Mais oui, ça bosse dur, ça s'amuse bien aussi. Mais c'est vrai que voilà, faut vous attendre à une éthique de travail quand même assez forte. Sur le campus, vous avez plein de choses à faire. C'est des grands campus généralement un petit peu à l'américaine, hein, comme vous le voyez à l'écran, avec des installations vraiment bah,
de très grande taille. Vous avez tout sur place sur les campus. Vous avez les logements, vous avez évidemment les salles de cours, vous avez des endroits pour la recherche, vous avez des magasins, parfois vous avez un cinéma, vous avez des piscines. Il y a tout sur. C'est une ville dans la ville. Et c'est super sympa aussi, voilà, d'être au contact du coup des autres étudiants et puis du corps enseignant. Voilà, dans ce cadre-là, on a vraiment le sentiment de faire partie d'une sorte de famille et d'une communauté. Et ça, c'est important aussi pour le réseau que vous vous constituez et qui sera important dans votre vie professionnelle par la suite. Parce que voilà, les amis que vous allez vous faire pendant votre expérience universitaire seront peut-être vos collègues ou vos clients ou vos employeurs demain. Voilà, qui sait. Euh, à l'ANU, du coup, ben, c'est bien, on va pouvoir voir comment ça se passe exactement la vie étudiante. Yeah, so ANU is a really easy city to live in. So it is ranked 23rd as the best student city in the world. 25% of the population are students as well as 25% of the population being born overseas. So this creates a really good dynamic for students to come into where they're surrounded by other students, they're surrounded by other internationals. But then separate to that, a lot of the people living in Canberra, which is the city where ANU is, will be between about the age of 25 and the age of 45. And they'll be incredibly career focused. It's the hub for government. It's the hub for leading companies in Australia. And it really is a place where the students can mix with people who are already in their careers, 5, 10, 15 years in their careers, and really connect with those people and make lifelong career connections in that space. Similar to what Mark was saying, people in Australia are very active, and this is very evident in Canberra. Canberra is the most active city in Australia. A lot of people will walk to work. A lot of people will cycle to work. I myself cycle to work. It is really the most Canberran thing that someone can do. When people move to Canberra, they often get asked after 6 months, oh, are you cycling to work yet? Because so many people do that. So for me, it's just a 15-minute bike ride. It's a cycle across the lake that is right there in the center of Canberra, and it's a very nice environment. You've also got all of the museums. You've got the art galleries. It's a very good city where you can do your studies, you can enjoy life, going to museums, going to parks, going and having picnics, sitting by the lake. There's less people in the city, so it's much easier to find a little bit of space for you to breathe. And touching on a bit of the weather there, actually, it is very, very blue, very often it's blue skies. So with me cycling to work, I would very much notice it if it was raining. And to be honest, this year I've probably only been wet on the cycle in maybe 2 or 3 times, whereas today in Paris it's been pouring, so it's been very wet here. Then you've also got just a 2-hour drive to the south and a 2-hour drive to the east in order to go to the snow or to the beach, and a 3-hour drive to Sydney. So students can really incorporate little weekend trips into their studies, which can then make the whole experience really enjoyable. Si vous partez en Australie, c'est vrai qu'il faut s'habituer au fait que quand on parle de 2 heures ou 3 heures de route, c'est comme si c'était 10 minutes chez nous. Hein. On y va pour la journée, hop, c'est parti. Les distances sont tellement grandes que tout est relatif, très différent. Looking at the university campus, as Mark was saying as well, the campus has everything that a student would need. So you do have accommodation there. You have obviously all of the student services. So the building on the left side of the picture here is an accommodation building. The building on the right side of the picture is a place where students can go and do studies in different groups. They can rent out rooms. They can be in, common spaces. They can get coffee there. You can see all the students sitting on the lawn there. That avenue that's heading towards the top of the image, that goes directly to the city centre. So the university campus has all of these facilities, but it's just a 10-minute walk from the centre of Canberra. You've got cafes and bars, so that whole bottom floor of those 2 buildings will be cafes and bars. There's also an alleyway behind that building on the right that has even more cafes and bars. It's got a pharmacy as well. It's got a grocery store. It's got a bank. So students ultimately don't need to leave the campus if they're living on campus, but being so close to that city centre is a great help. There's a gym about 20 metres from where that cafe on the right bottom corner is, as well as another gym further across campus that students might be a little bit closer to their accommodation. And lots of other activities. So students do stay on campus a lot. They've got all of those sporting activities and various other resources there on campus, but being so close to the city is a great help for the university.
Looking at accommodation, so there is an offer for accommodation for all first-year international students. So you will be guaranteed an offer at an ANU accommodation. This ranges from about 340 Australian dollars to 570. That would roughly be about 180 euros to probably about 260 per week, and this does include all of your utilities. So it'll be your electricity, your internet, your laundry, and lots of study spaces within that building. This is actually a very good cost for students in Canberra and really all of Australia. I recommend that international students take up the guarantee of accommodation in that first year so that you can settle, you can meet lots of new people very quickly. You'll be, able to meet people across your floor, across your whole building. There's different options. So you can have self-catered where you share a kitchen with some of the students and you go in and cook. There'll be various of each of the utilities, so a couple of ovens, a couple of stoves, that sort of thing, so you all have space to cook at the same time. There's other places that are catered where you go to a big dining hall and you receive a sort of buffet meal and you can make a selection. There'll always be the selections of vegetarian and various other food needs that you can then request, but then you do have options for each of those meals. And then also there's apartment style residences. So this is where you have your own bathroom, you have your own kitchen, your little studio sort of setup. And that's why there's that range of 340 to 570 Australian dollars. So that it really depends on what you select. But students are able to stay in the accommodation for the duration of their studies. So it's not that you just stay there for the first year and then you have to go find something. You can stay your second and third year and fourth year and so on. Some students decide to move off campus once they've made a few friends on campus, then they go get a share house together. It really just depends on each individual student's environment. There are undergraduate and postgraduate accommodation options. So that means that we will put postgrad students together because they're typically a bit older, and we'll put the undergraduate students together because they're, usually around 18 to 25. But you will be mixing with people of all different student study cohorts. So if you're doing a Bachelor of Science, for instance, you'll likely be mixing with people who are doing history, doing languages, doing political science. You won't just be with your group of science students, and that makes you able to connect with other people across the university instead of being sheltered to that individual degree. So the accommodation options are really good, really nice spaces, irrespective of which building you choose and which option of the accommodation styles that you choose. Students really do enjoy living on campus, and it's like a big village with all of the students there. Looking at the clubs and societies, this is another really good way for students to get involved. So you've got over 150 clubs and societies. There'll be a club specifically for French students where they can go and connect with the other French students on campus. Earlier, obviously at the end of last year, it's a little bit sad for the French, but during the World Cup final, the Argentine embassy and the French embassy joined together to create an event at 2 a.m. in the morning in Australia to watch the Football World Cup final there. So obviously a shame of an outcome. I would have liked France to win because I don't like Messi that much. But it's a great time for people to get together is the way we look at it. But you've also got groups across the board. You've got culture and language groups, so people get together with similar cultural backgrounds. You've got study disciplines, sport groups, so lots of different groups, whether it be Frisbee as there is in this image, or football, cricket, rugby, all sorts of sports there, political and special interest ones. You've got musical groups where people get together as an orchestra, or just people playing the trumpet, for instance, will get together. You've also got chess groups, really, really diverse range, and students are regularly creating new groups in this space. And it's a very good space for students to be able to make friends quickly. So I encourage international students to join these, as well as join the student associations, because they often have free food events, to be honest. So it's a great place to go in and get some free food and meet some new people. Après les études, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec un diplôme australien? Toutes sortes de choses. Quand je parlais tout à l'heure de flexibilité dans les cursus et dans les débouchés, c'est tout à fait valable et vrai. Hein. On peut très bien trouver du travail dans des domaines qui ne sont pas forcément directement liés à ce qu'on a étudié à l'université. Mais on peut aussi, évidemment, trouver du travail dans des domaines
plus étroitement liées à ce qu'on a étudié. Les universités, généralement, accompagnent les étudiants dans la recherche d'emploi par la suite. Hein. C'est ce qui va notamment faire que certaines universités sont mieux classées que d'autres. Quand vous regardez le taux d'employabilité des jeunes, enfin des jeunes diplômés à la fin de leurs études, c'est ce qui... Enfin, c'est un indicateur, en tout cas, qui est important à prendre en considération quand vous comparez des universités. Et bon, et c'est vrai qu'en Australie, généralement, l'université va beaucoup accompagner les étudiants, déjà dans la préparation des candidatures. Ils vont vous aider, voilà, à constituer le CV qui va bien, à identifier les opportunités professionnelles qui pourraient bien vous correspondre. Ils vont souvent recenser pas mal d'opportunités professionnelles. Et puis, vous avez beaucoup d'entreprises aussi qui viennent sur les campus échanger directement avec les étudiants et recruter. Hein. Vous avez ça s'appelle des job fairs. Enfin, en français, je pense que c'est des salons de l'emploi. Voilà, où vous avez un certain nombre d'entreprises qui vont venir à la rencontre des étudiants et recruter. L'un des grands attraits des études en Australie, c'est que c'est un petit peu une voie royale en fait pour rester vivre en Australie par la suite. C'est un pays, je veux dire, si en dehors des études, si vous décidiez demain, tiens, je vais aller m'installer pour travailler en Australie, c'est peu probable que vous puissiez le faire en fait en dehors d'un visa touristique ou d'un visa vacances-travail ou quelque chose comme ça. Si vous vouliez vous y installer éventuellement de manière un petit peu plus pérenne, le fait d'avoir validé un diplôme de niveau bachelor, master ou autre en Australie vous ouvre le droit à un permis de travail et un permis de résidence sur le sol australien. Donc après un bachelor, vous pouvez rester 4 ans sur le sol australien pour bosser. Si vous validez un master, donc un master, je vous rappelle que c'est 2 ans, hein, généralement en Australie. Donc vous pourriez partir faire un master en 2 ans et à l'issue de cette formation-là, vous auriez le droit de rester 5 ans sur le sol australien pour bosser. Généralement, quand on a vécu 7 ans en Australie, en principe, pour la résidence permanente, c'est une formalité si c'est quelque chose que vous souhaitiez faire par la suite. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui intéressera tout le monde, mais en tout cas, c'est le meilleur moyen, clairement, de réussir à s'installer là-bas si jamais c'était un objectif que vous aviez. Je parlais du fait qu'effectivement, les systèmes sont compatibles. Hein. Donc, si vous faites une licence en France, vous pouvez compléter cette licence avec un master en Australie. Et l'inverse est vrai aussi, et même plutôt plus une voie royale nécessairement pour rester en Australie, mais pour accéder à certaines des meilleures écoles françaises. Quand vous faites votre premier cycle à l'étranger, ça peut être en Australie, ça peut être ailleurs, ceci étant dit, mais si vous partiez dans une université australienne pour faire un premier cycle en commerce, par exemple, ou en sciences politiques, vous pourriez ensuite revenir en France et postuler aux grandes écoles, en fait, par les admissions, par le biais des admissions parallèles. Et vous contournez ainsi tout le système des écoles préparatoires et des concours, en fait. Vous êtes admissible sur dossier. Donc, sur le principe, c'est beaucoup plus facile d'être admis dans les grandes écoles du type HEC, ESSEC et compagnie ou Sciences Po en ayant fait votre premier cycle à l'international. Et puis, vous pourrez aussi dire que c'est peut-être un petit peu plus agréable de faire ce premier cycle à l'international plutôt que de passer par la case des classes prépa, même si ça, évidemment, ce serait ouvert au débat et à l'interprétation de chacun, chacune. Yeah, so looking at graduate employability, I mentioned at the start that ANU is ranked #1 in Australia for graduate employability. And this is really because of the university's incredible outputs. Employers know that students are receiving really good degrees from the ANU and that they're ready to enter that workforce. Looking at Canberra as a city, it has the highest average salary in Australia, as well as the lowest rate of unemployment. And unemployment in Australia is usually very low anyway. So that is an incredibly good start. And it shows that students, and as Mark was saying, looking at that post-study work visa, it gives you really good options to move into the workforce after you finish your studies. So in Canberra, you've got the option of 4 to 7 years. So as Mark was saying, again, bachelor programs will get you a 4 years. So you can study in Australia for 3 years and then be working in Australia for 4 years, making up 7 years total. And then you've got master programs at 5 years and post-grad doctoral programs at 6 and 7 years there as well.
The ANU, as I mentioned again a little bit at the start of this presentation, we have a team that's there to help you find a job as you're getting closer to graduation. We also do help you during your studies as well. So the team will give you support in finding work that's not just in a restaurant or in a grocery store, but is actually connected to what you're studying. So various programs, whether they be work internships or work placements within your program, or if you reach out to the careers team, they can help find you a job in that space. I also often recommend that students reach out to the academics. The academics ANU are very much leaders in their field, not just in Canberra, but all across Australia and the whole world. And that gives students really good access to people who have critical input into the industries and have been working in the industry for perhaps 20, 25 years before going into academia. And that then gives the option for students to have a connection to some sort of industry in an easier way. That is very, very helpful. But yeah, the ranking of #1 in graduate employability for Australia is really very impressive. Looking at the industry connections, so you can work while you study. There's options to work at all of these companies here on the slide and many, many more. Being in Australia's capital city, there's great opportunities to work with some of the Australian government departments. We have an internship program called the Australian National Internship Program. And this is where students will go into a government department, perhaps the French embassy or another foreign embassy that's there based in Canberra, and they'll get that work experience. So whether they're doing science or environmental studies or international relations studies, politics studies, there are really good opportunities for them to move into a field of work within their degree structure. Bon, bah, maintenant qu'on a vu un petit peu certains des avantages, en tout cas, de partir étudier en Australie, puisqu'en réalité, il y en a sans doute beaucoup plus. On va vous parler de manière plus concrète des conditions d'accès en fait aux universités australiennes et des équivalences avec la France en l'occurrence. Le système australien ressemble beaucoup au nôtre dans la mesure où vous avez le premier cycle plus généralement en 3 ans, qui s'appelle le bachelor, c'est la licence. Vous avez ensuite le master qui se fait généralement sur 2 ans, comme en France, master 1, master 2. Et vous avez aussi dans certaines universités ce qu'on va appeler le top-up degree, qui serait une 3e année après un bac plus 2. Vous avez aussi d'ailleurs esquivé, mais vous avez aussi des programmes professionnels en 2 ans qui se font plutôt dans les collèges. Là, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui plutôt des universités australiennes, mais vous avez aussi en Australie des collèges qui vont délivrer des formations professionnelles, et donc notamment l'équivalent de BTS en 2 ans. Et vous pouvez tout à fait compléter ce type de formation-là avec une 3e année de licence dans certaines universités. C'est possible d'ailleurs, après un BTS français, d'intégrer certaines universités australiennes en 3e année. Et donc, à tous les niveaux, encore une fois, voilà, la reconnaissance des diplômes avec la France est tout à fait mutuelle et va dans les 2 sens. Le processus de candidature en Australie est extrêmement simple, en fait, en réalité, comparé à d'autres destinations. La sélection se fait sur la base de 2 choses, principalement, vos relevés de notes. Alors, depuis le bac, ou alors éventuellement, c'est vrai que si vous êtes au lycée actuellement, on pourra vous demander les relevés de 2-3 dernières années. Mais in fine, la sélection se fera sur la base de vos notes au bac et non pas nécessairement sur les relevés que vous présentez de seconde, première, terminale. Et bon, pour ceux qui visent un master, on va regarder vos relevés de notes des 3 années de licence ou voilà, du programme en tout cas qui est en cours. Et puis, au-delà de ça, on vous demandera aussi de passer un test de langue officiel, en principe plutôt le IELTS. Vous pouvez aussi passer le TOEFL. Et ce test va venir confirmer que vous avez le niveau d'anglais requis pour suivre un programme qui est délivré en anglais. Alors évidemment, selon les universités, les exigences ne seront pas toujours les mêmes. Hein. Vous avez des universités de différents standings avec différents niveaux d'exigence. Donc l'ANU, par exemple, voilà, qu'on a ici aujourd'hui, fera partie des plus exigeantes puisque c'est aussi voilà, l'une des mieux classées au monde. Mais typiquement, elle reste quand même assez accessible, je dirais, surtout si on compare à des universités qui sont classées de manière équivalente
au Royaume-Uni, par exemple, ou aux États-Unis. Je pense qu'avec des notes qui se situent autour de 13-14 au baccalauréat, vous pouvez raisonnablement espérer intégrer ANU. Là où une université avec un classement comparable au Royaume-Uni, vous demanderez peut-être 16 ou 17 de moyenne générale. Et aux États-Unis, n'en parlons pas. Là, on vous demande parfois un profil un petit peu d'extraterrestre. Donc, ça reste très accessible, en fait, hein, sur le plan des admissions. Ça signifie pas que la qualité de l'éducation est moins bonne ou que le niveau des étudiants est moins bonne. Pas du tout, loin de là. La preuve, les universités se positionnent depuis de nombreuses années en haut des classements. Et puis, les étudiants qui sortent de ces universités ont vraiment un très, très bon niveau. Mais l'approche est différente. Et puis, on m'a expliqué une fois que, voilà, même si certaines universités, pourtant très prestigieuses, prennent des étudiants avec des notes pas forcément 16, 17, 18, qu'elles ont suffisamment confiance, en fait, dans leur propre pédagogie et dans leur manière d'enseigner les étudiants et les préparer. Ils savent qu'ils vont même, voilà, amener un étudiant peut-être moins performant à la sortie du bac à un niveau extrêmement performant à la fin de leur bachelor. Et ça, c'est tout à leur honneur, je trouve. Attention quand même au timing, hein. Ce sont des dossiers qu'il faut constituer assez longtemps à l'avance si on veut partir dans de bonnes conditions. Au moins 6 mois avant la rentrée ciblée. Idéalement, c'est bien de s'y prendre un an à l'avance. Donc concrètement, voilà, là, nous sommes au mois de novembre. Il est encore possible de postuler pour la rentrée de février. S'il y en a qui nous écoutent et qui seraient peut-être intéressés et en mesure de postuler pour la rentrée de février, il n'est pas trop tard, mais c'est vrai que là, pour le coup, faudrait s'y prendre tout de suite, enfin, sans trop traîner. Vous avez la rentrée de juillet qui, elle, pour le coup, est peut-être déjà un petit peu plus accessible et plus tranquille. Mais bon, si vous êtes actuellement en formation, donc en terminale ou en troisième année de licence ou deuxième année d'un bac plus 2 ou je ne sais quoi, la prochaine rentrée possible sera février 2025, puisque normalement en juillet, vous n'aurez pas encore reçu votre diplôme et tous vos relevés de notes à temps. Ce ne sera pas possible de vous faire démarrer à ce moment-là, donc plutôt février 2025. Et on peut s'y prendre dès maintenant pour la rentrée de février 2025, il n'y a pas de souci. Un autre point important, c'est le coût des études, évidemment. L'Australie, c'est un pays où les études sont payantes et, et parfois relativement onéreuses quand même. Ceci étant dit, tout est comparable et il faut comparer voilà, ce qui est tout est relatif, je voulais dire, et il faut comparer tout ce qui est comparable. C'est sûr que si on compare le coût des études dans les facs australiennes aux facs françaises, bon, il n'y a pas grand-chose à comparer puisque on bénéficie de la gratuité des études dans beaucoup de facs françaises. Par contre, si on compare aux autres pays anglophones, c'est vrai que l'Australie s'en sort finalement pas si mal que ça, hein. Je dirais que le coût moyen des études en Australie va se situer entre 15 et 20 000 euros l'année à peu près. Euh, ce qui est une somme rondelette, certes, mais quand vous prenez des universités équivalentes au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en tout cas en dehors du Québec, voilà, vous allez retrouver des frais de scolarité quand même beaucoup plus élevés. Ça reste quand même une opportunité qui est pas inintéressante. Je rappelle qu'il est possible de travailler sur place hein, avec le visa étudiant. Vous pouvez travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Donc ça permet aussi de contribuer au coût des études et d'amortir un petit peu cet investissement. Euh, et je pense que l'investissement, c'est vraiment le maître mot ici pour tout ce qui est études à l'étranger de manière générale. Hein. On sait que ce sera toujours un investissement et que c'est exactement ça, un investissement. C'est pas une dépense ou de l'argent qu'on jette par les fenêtres. L'idée, c'est derrière, grâce à ces études, de pouvoir accéder à des opportunités professionnelles qu'on n'aurait peut-être pas eu en faisant une formation plus classique en France. Et donc, on sait qu'effectivement, les étudiants qui sortent, par exemple, de ANU ont accès à des postes quand même de haut vol dans de belles entreprises avec les salaires qui vont avec. Et généralement, ils regrettent pas leur investissement. Il faut pas perdre ça de vue quand même si effectivement, on sait bien que ces études coûtent assez cher.
Et donc, justement, à ANU, combien ça coûte? Yeah, so just on the fees as well, again, Yeah. keep in mind the post-study work visa that students have, Mm. you will be able to work in Australia receiving typically minimum about 75,000 Australian dollars, which would come out to roughly about 35 to 40,000 euros here. So the quality of life and the payment that people make in their use, that's really the minimum, that's 75,000. A lot of people could be making around 100,000 Australian dollars, about 50,000 euros, just a year or two out of their program, which is where you'll recover a lot of that money as well. Obviously, you need to pay these fees up front, but it can be a way of then really transforming your life, having that Australian qualification and making some money over that post-study work visa. Looking at the intakes, you've got, as Mark mentioned throughout the presentation, February and July. So that's semester 1 and semester 2. There's an application fee for applying to ANU that is $110. But if you apply through Mark and the team at Study Experience, there's a great opportunity for you to receive a fee waiver. So just reach out to Mark for that, and Mark will be in touch with me. You've got the average range there, so 45,000 to 50,000 Australian dollars. That's roughly your 24,000 euros here per year in France. Looking at scholarships, so there's over 200 scholarship options. So these can range from 10%, 25%, 50%, and 100%. There's some at 25 and 50% that are automatically assessed. So depending on the grades that you have, ANU really prioritizes academic merit. And so a lot of the scholarships will be based on that. If you have a score of about 16, 17, you'd be in a good position to be looking at some scholarships. So definitely have a look at the scholarships page if you're looking to apply for ANU and see what opportunities there are there, or reach out to Mark and reach out to myself, and I can help you and guide you in that space as well. On va arriver à la fin en fait de notre petite présentation, puis on va ouvrir aux questions dans un instant. Mais peut-être rapidement aussi pour bien vous expliquer en quoi Study Experience peut vous être utile si vous envisagez de partir étudier en Australie. Nous, on est là vraiment pour vous accompagner tout au long du processus. Donc depuis le stade, depuis les premiers renseignements, pour vous aider à identifier les universités et les programmes qui peuvent vous correspondre le mieux. Et puis ensuite, dans toutes les démarches qui vont se succéder jusqu'à votre installation sur place. Donc, on pense au dossier qu'il faut monter, on pense à la finalisation de votre inscription, de tout ce qui va avec, les traductions, la gestion des échanges avec les universités, les différentes démarches qu'on peut avoir à réaliser à différents moments sur le plan administratif pour valider sa place. Et puis ensuite, pour préparer son départ dans de bonnes conditions. Donc, pour l'Australie, vous aurez une demande de visa à réaliser, par exemple. Donc, ça, c'est vrai qu'on le gère complètement. Il vous faudra un logement fiable, il vous faudra une assurance santé. Donc, on intervient sur tous ces points-là et puis on reste en contact avec les étudiants aussi après les études pour s'assurer que tout se passe bien. Et on reste disponible, évidemment, en cas de pépin ou pour nous dire que tout se passe bien aussi. Et c'est généralement le cas sur ces destinations-là. C'est rare quand même qu'on ait des étudiants qui nous appellent mécontents sur ces universités. De manière très concrète, voilà comment on fonctionne. Donc, on a une première phase qu'on appelle le bilan recherche et stratégie, qui consiste vraiment à cibler les universités qui peuvent vous correspondre. Et puis, dans un deuxième temps, on vous accompagne dans toutes les démarches pour postuler aux universités. On a une offre spéciale en ce moment pour toute personne qui souhaiterait partir étudier en Australie l'année prochaine. On offre intégralement nos prestations d'accompagnement. Nos services sont totalement gratuits. Donc, c'est vrai que si vous envisagez ce projet-là, vous avez vraiment tout intérêt à nous contacter et à être accompagné dans ce projet-là, parce qu'on peut que vraiment vous faciliter la tâche à ce niveau-là et rendre le processus moins stressant et plus agréable. Voilà, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, c'est le moment. On est là pour vous répondre. Je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse s'y retrouver un petit peu mieux. Vous pouvez lever la main, auquel cas je vous ouvre le micro pour que vous puissiez poser votre question. Vous pouvez aussi saisir vos questions dans le chat en bas de votre écran. N'hésitez pas.
Vous pouvez aussi nous contacter par la suite. Ce que je vais faire, c'est mettre l'adresse email de Study Experience dans le chat. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par ce biais. Vous pouvez aussi visiter évidemment notre site internet, studyexperience.fr. Je le mets également dans le chat. Voilà. Ils sont timides aujourd'hui, les spectateurs. Shy audience. Yeah. N'hésitez pas, hein. Je vous laisse 1 minute. J'ai enregistré tout le webinaire, donc vous le retrouverez sur notre site internet dès demain, sans doute. Dans la rubrique webinaire, vous pourrez visualiser l'enregistrement si jamais vous vouliez revoir certains points. Bon, enfin, je crois que c'est tout bon. Il me reste dans ces cas. Une demande last minute. Tac. Je vais vous ouvrir le micro, monsieur Fabrice Collin. Hop là. Bonjour. Bonjour. Ça va être un peu compliqué parce qu'en fait, on a un profil un peu particulier. C'est mon fils qui va vous poser la question. Il est en Afrique du Sud. D'accord. OK. Nous, on est à l'île de la Réunion. D'accord. Et donc, il est à une école qui s'appelle Saint-Charles. Et Mhm. donc, il n'a pas un bac français et il est français. Il est en scolarité au Saint-Charles College de Peter Marisburg. Et par D'accord. contre, effectivement, c'est un cursus un petit peu différent. Il n'a pas un diplôme qui s'appelle bac, un diplôme de Cambridge. Donc, on se posait beaucoup de questions par rapport à ça. On sait que a priori, c'est plus facile d'étudier en Afrique du Sud, notamment à l'université de Pretoria ou du Cap. Mais D'accord. son envie était d'aller plutôt ailleurs qu'en Afrique du Sud. Et pourquoi pas l'Australie? Parce que nous, ça a une logique géographique. Étant à l'île de la Réunion, nous sommes pas Mhm. tout près, mais quand même, on a des liens avec l'Australie et notamment Perth. Voilà. D'accord. Il n'y a pas que le bac français hein, qui est reconnu par les universités australiennes. Donc, ça, le fait qu'il n'ait pas nécessairement le bac français, c'est pas un souci. Il faudra qu'il valide quand même un diplôme de lycée, de fin d'études de lycée, un high school diploma, ou je sais pas comment ça. Do you recognize South African high school qualifications? Yeah, we do. Yeah, so I think it's called the NASA National Certificate, South African National Certificate. C'est So ça there que will passe be votre fils? So speak English. Hein? En anglais plutôt? Qu'est-ce que tu passes? Parle en anglais. Non, je crois qu'il demande à son Ouais. fils. En tout cas, écoutez, ce que vous pouvez faire aussi, hein, c'est nous écrire évidemment, et puis on gardera ça de manière plus précise. Je pense, pour moi, c'est pas un souci. Si son diplôme permet d'accéder directement à l'université, tant mieux. Si jamais c'était pas le cas, ce qui se fait dans ces cas-là, c'est des programmes de préparation universitaire qui peuvent faire en Australie d'ailleurs à l'université et qui permettent de rattraper le niveau bac ou l'équivalent du bac qu'il n'aurait pas en fait. Donc, dans tous les cas, il y aurait des solutions, mais ça, je pense que c'est un cas un petit peu particulier. Le mieux serait de nous écrire et puis on vous répondra directement. En fait, on est inscrit chez vous. Hein. On est allé au D'accord. salon d'expérience à Paris. Ouais. Hein. Et voilà, donc on a déjà un dossier chez vous et on a reçu ce lien par rapport à l'Australie. Donc c'est pour D'accord. ça on est là ce soir, mais on va être suivi par vos équipes hein, Tant mieux. Dans normalement. ces cas-là, en tout cas, vous inquiétez pas. Je pense pas que ça pose de soucis majeurs, hein, l'histoire du diplôme sud-africain. Ok, très bien. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie, merci d'avoir participé. J'ai 2 autres questions. Alors, peut-on étudier la médecine à ANU? Yeah, so you can do medicine at ANU. So the options there are 2 programs at undergraduate level that then lead into the Doctor of Medicine. So you would look at doing the Bachelor of Health Sciences or the Bachelor of Medical Sciences, and then both of those lead into the Doctor of Medicine. So the Doctor of Medicine is a 4-year program. If you have done your undergraduate already in a medical field, you would need to do what's called the GAMSAT. That's an Australian exam for entry into medicine.
And then your application to the Doctor of Medicine will be assessed on your grade point average from your undergraduate, perhaps that was here in France, and then also your GAMSAT exam. So that would be 25% each, making up 50%. And then the final 50% would be the interview that you have. So if you have a high GPA and you have a high GAMSAT score, you'll be invited to an interview with the university. And then you will be asked various questions, both about medicine, both about your goals, your career goals, and to understand more about you as a person. And then that's where you finally receive your offer to study the Doctor of Medicine at ANU. Idem pour sur le dentaire, enfin c'est possible, oui, évidemment, d'étudier ça en Australie. Alors peut-être le seul point de vigilance que je donnerais. Is dentistry? Dentistry. Yeah, so ANU does not offer that, but I'm sure there's other universities that Mark works with that would offer that. You know the universities you work with better than Yeah, oui, non, c'est tout à fait possible de faire dentaire en Australie. Après, par contre, bon, attention au il y a la question, pas tellement de la reconnaissance du diplôme, ça c'est pas un souci, mais pour pouvoir exercer derrière en tant que médecin ou en tant que dentiste en France, en l'occurrence, avec un diplôme australien, ça sera pas possible. Vous devrez passer une équivalence. Donc, si l'idée c'est de rester en Australie et d'exercer là-bas, et que vous avez le dossier, il faudra généralement quand même un dossier costaud pour accéder aux études de médecine ou de dentaire. Si c'est le cas et que vous intégrez une formation de ce type-là en Australie, vous devriez pouvoir rester là-bas et vous installer là-bas et travailler là-bas sans aucun problème. En Nouvelle-Zélande aussi, je pense que c'est reconnu. Possiblement au Royaume-Uni, enfin au sein du Commonwealth, on va dire les pays du Commonwealth, il y a souvent des facilités quand même au niveau de la reconnaissance de ces diplômes-là. Pour la France, plus compliqué. Donc si l'idée c'était de revenir derrière, vous installer en tant que dentiste ou médecin en France, vous ne pourrez pas le faire sans passer une équivalence. Donc, il faut juste être attentif à ce point-là. J'ai une question aussi sur les frais du graphique. Donc, quand on évoquait les frais de scolarité des universités, c'est bien dans le graphique des frais de scolarité. Donc, la réponse courte à la question, non, ça ne comprenait pas tout. Ça ne comprend pas le logement, ça ne comprend pas le visa, ça ne comprend pas les allers-retours en avion et puis vos dépenses au quotidien, la nourriture, les sorties et compagnie. Donc, c'est vrai que le budget global à prévoir est plus important, du moins. Après, je rappelle que vous pouvez quand même travailler 20 heures par semaine sur place en Australie. Généralement, ça vous permet de couvrir une bonne partie des dépenses que vous auriez sur place. Donc, je considère que les frais de scolarité, il faut dire que c'est l'investissement, c'est votre mise de départ, on va dire. Donc, vous pourrez pas couvrir tous vos frais de scolarité en travaillant sur place pendant vos études. Il faut que vous ayez cette somme-là à disposition pour investir dans vos études. Par contre, sur place, en bossant, vous pouvez quand même faciliter un petit peu le financement de ces études et réduire le budget global. Voilà. Écoutez, je pense que on a fait le tour. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires par la suite. Le webinaire sera disponible sur le site internet dès demain. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Et merci beaucoup et peut-être à bientôt.